La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. À d'autres époques, ce 12 juin devait être donné le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. En 2018, cette compétition avait commencé le 14 juin. En 2014, elle avait débuté le 12 juin, puis en 2010, le ballon a commencé par rouler en Afrique du Sud le 11 juin. Cette année, l'été ne verra pas briller le soleil. Les chaleurs des tribunes et gradins vont donc en souffrir. Pour la première fois, la Coupe du Monde de football va se jouer en hiver, loin au Qatar, un des plus grands argentiers du monde. Le petit Émirat a réussi à imposer au monde son calendrier qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Ce que l'argent a défait, l'argent le refait. Quand en novembre, les nations de la Coupe du Monde vont partager les instants magiques des plus grands matchs des plus grandes nations, quelle sera l'ambiance au pays? Au Togo, ancien mondialiste retombé dans les abîmes des classements FIFA et incapable de dominer de petits pays comme les Swatini, 1 million d'habitants, ou encore le Cap-Vert, 600 000 habitants. Le football a souvent été un remède efficace contre la grippe, le stress ou encore la vie chère. Les Togolais étaient nombreux à avoir cru le 3 puis le 7 juin dernier qu'un renouveau s'installait à Kégué, renouvelé pour les éperviers requinqués. La ministre des Sports faisait bien partie du 12e homme, sans doute que le chef de l'État n'était pas loin, mais en réalité, il était parti très loin, Fonia Singbe, ces derniers jours. Fonia Singbe a voyagé aux Émirats Arabes Unis. J'ai présenté de vive voix ce 8 juin mes condoléances à son Altesse Mohamed bin Zayed, président des Émirats Arabes Unis, tweet Fonia Singbe. Les entretiens ont permis aux deux dirigeants d'échanger sur des questions d'intérêt commun. Sans doute que parmi les questions d'intérêt commun, celles portant sur la vie chère vont avoir une place de choix, notamment pour les Togolais. De nombreuses familles ont dû s'adapter. Plus ou peu de crèmeries, une croix sur les pizzerias, les sorties sont calculées, l'essentiel avant l'agréable, ce qui est essentiel peut se retrouver dans les champs. La saison des pluies porteuse de grands espoirs, il est attendu des immenses champs du pays, des récoltes de maïs, d'igname, d'oignons ou de piments que viendront compléter les produits d'importation. La vie chère va de plus en plus chère puisque les salaires sont restés statiques comme s'ils ne sont pas concernés par le phénomène. Le samedi 25 juin, sans doute que le sujet fera le chou gras des animateurs du meeting de la DMK ou des partis ayant soutenu l'ancien Premier ministre Agbeme Kodjo à la présidentielle de 2020. Ce meeting va-t-il pouvoir se tenir? Les organisateurs ont-ils rempli fidèlement les formalités? Les populations sont-elles prêtes à écouter l'opposition? Il y a quelques jours, un sondage d'Afrobaromètre a révélé le manque de confiance que de plus en plus de Togolais ont vis-à-vis des acteurs opposés au pouvoir. Ces derniers ressentent le désamour évoqué. Comment conquérir à nouveau les cœurs des Togolais? Ailleurs, au Mali, les militaires ont fait de nouvelles promesses, 2 ans pour réaliser une transition qui a commencé depuis et qui souffre des sanctions de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au D12 de Pyramide FM. Ce jour, notre invité est la secrétaire générale de la CDP, un membre de la DMK, Brigitte Adjamagbo Johnson. Elle répondra aussi à vos questions au 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Mise en onde, Romaric Freitas, Brigitte Adjamagbo Johnson. Bonjour. Bonjour, bonjour à toute l'équipe de Pyramide FM. Et merci de m'accueillir aujourd'hui. Bonjour aussi aux auditeurs et auditrices. C'est un plaisir. D'abord, ce sondage publié en mai dernier qui révèle le désamour entre l'opposition, presque 70% des Togolais qui ne croient plus en cette opposition, qui n'ont plus confiance. Comment réagissez-vous à ce sondage? Je réagis en disant que c'est une tendance que l'on observait depuis quelque temps déjà. J'ai eu le temps de regarder le sondage de 2017 et je me suis aperçu que la tendance existait déjà. Je peux tout simplement regretter que l'opposition togolaise n'ait pas pu collectivement se ressaisir pour offrir aux Togolais l'alternance dont ils rêvent. Mais je me dis quand même, il ne faut pas dramatiser, il faut en tirer leçon pour l'avenir et faire en sorte que désormais nous œuvrions tous à concrétiser l'alternance qui a été déposée dans les urnes pour la dernière fois le 22 février 2020, mais aussi que nous jouions
véritablement notre rôle d'opposition d'ici là. Je me réjouis, je me console du fait que les Togolais reconnaissent tout de même l'importance de l'opposition dans un pays. Et je me dis, c'est encore une fois la confirmation que les Togolais restent déterminés à aller vers la démocratie pour laquelle nous nous battons depuis 3 décennies déjà. Et je me dis, ce n'est plus loin. Ce n'est plus loin, pourvu que nous restions constants et stratégiques et déterminés dans notre combat, nous y arriverons. C'est à ça que s'engage la DMK que je coordonne. Vous faites allusion aux populations togolaises. Au-delà de ces populations-là, et le parti au pouvoir, par l'entremise d'un de ses sages aussi, a souhaité récemment qu'il y ait une opposition assez constructive dans le pays. Oh, ben écoutez, vous savez, ce n'est pas, il faut pas prendre au sérieux cette sortie-là. Quand on sait de qui ça vient et quand on sait que nous avons affaire à un régime qui fait tout pour avoir une opposition affaiblie, ce que le régime appelle opposition constructive, c'est sans doute une opposition qui l'accompagnera. Ce qu'il regrette en disant ça, c'est peut-être le fait que la force de l'opposition qui compte refuse d'accompagner, ne veut pas accompagner, mais veut au contraire obtenir l'alternance à laquelle aspirent les Togolais. Et quand on parle d'opposition constructive, en réalité, est-ce qu'il s'agit d'accompagner? Est-ce qu'il ne s'agit pas tout simplement de porter des critiques et de faire des propositions? Ah ben, de porter des critiques et de faire des propositions, on ne fait que ça. Nous ne faisons que ça, mais en plus, nous nous battons pour qu'il y ait carrément un changement de régime, parce que nous sommes convaincus que le régime en cours, le régime en place, n'a plus rien à apporter aux Togolais. Il est usé. Le pouvoir use aussi. Et donc, je ne comprends pas pourquoi ce régime n'a pas la sagesse de comprendre qu'il doit se retirer, aller dans l'opposition, se ressourcer pour éventuellement revenir au pouvoir. Donc, vous avez évoqué tout à l'heure les problèmes que nous avons, que le sport, le football togolais a. Moi, je ne suis pas surprise. Je ne suis pas surprise d'abord parce que ce qu'on observe, c'est que ce régime politise tout. Tout ce qui peut emmener à contrôler une parcelle de ce pays, eh bien, on saute là-dessus, on en fait sa chose, et l'objectif poursuivi, c'est juste être là, se maintenir, tout prendre, toutes les positions possibles qu'il y a dans le pays et se maintenir au total. Donc, je ne suis pas surprise, je disais, à mon avis, il n'y aura pas de solution à ce problème-là, et tant que, eh bien, on n'aura pas obtenu l'alternance. En réalité, nous sommes tous des amoureux du football, et j'exhorte mes compatriotes, pour cette raison-là aussi, à redoubler d'efforts. Mais je ne savais pas que vous aimez le football ou le sport en général, puisque je ne vous ai jamais vu au stade. Ah ben, vous savez, tout simplement parce que ça fait des années que le football déçoit. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, dans ma famille, nous étions toutes des supporters de l'Étoile filante. Et moi, je n'avais pas le droit, mais je voyais mes frères, toute ma famille, les gens allaient au stade et nous, on attendait les résultats où on suivait à la radio. Qui n'aimerait pas le football? Le football est un moyen pour se distraire, pour affirmer
aussi sa fierté d'appartenir à un pays. Ça unit les Togolais, même s'il y a eu par le passé des problèmes où entre supporters il y avait parfois des combats. Hein. Moi je me souviens de certains épisodes où à la fin des matchs, surtout quand Dito devait jouer, je voyais, parce qu'on n'habitait pas très loin du stade, mes frères rentraient en courant parce que partis quelques minutes avant la fin du match. Mais le football a donné satisfaction aux Togolais dans ce pays. Il fut un temps. Il faut changer de régime. Vous avez fait tantôt allusion à l'alternance en parlant de football et ses résultats éventuellement. Je rappelle quand même qu'avec le même régime qui est là, le Togo était à la Coupe du Monde de 2006. Oui, cela suppose aussi. Oui, mais est-ce que le Togo est allé loin? L'essentiel, est-ce que il est allé où? Pour une très grande compétition que la Coupe du Monde, l'essentiel n'est-elle pas de participer pour un petit pays comme le Togo? Oui, c'est déjà bien, c'est déjà satisfaisant. Mais est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas aller plus loin? Je suis sûr que ce que la majorité des Togolais souhaitaient, c'est qu'on aille plus loin que là où on est arrivé. Malheureusement, aujourd'hui, on est complètement retombé. Hein, c'est à peine si on ne se demande pas si c'était par un coup du hasard qu'on a pu aller à ce niveau-là, en dépit des tares de ce régime. Revenons sur ce sondage, puisque c'est ce sondage qui nous a lancé vers les terrains de football. Revenons à ce sondage. Est-ce que vous y croyez? Parce que certains ont semblé mettre en doute ce fort taux de Togolais qui ne croiraient plus en l'opposition togolaise. Non, mais moi je ne me permettrai pas de mettre en doute ce sondage-là, parce que c'est des chercheurs confirmés, et pas seulement des Togolais, mais c'est des chercheurs qui travaillent en lien avec leurs pairs des autres pays, qui travaillent en pool. Et la méthodologie est définie ensemble, pas seulement pour le Togo. Moi j'aurais plutôt confiance. Sans avoir étudié en détail la méthodologie, les yeux fermés, je fais confiance. Parce que j'avoue que par le passé, quand ces sondages ont commencé au Togo, je m'y suis intéressé, j'ai discuté avec certains des chercheurs et j'ai compris que le système est tel qu'on peut faire confiance. On peut faire confiance. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi ces résultats étonnent. Ça ne devrait pas étonner. L'explication que j'en donne, c'est celle-là. Ce que les Togolais reprochent fondamentalement aux partis d'opposition, c'est de ne les avoir pas encore conduits à ce jour là où ils voulaient être. C'est de n'avoir pas œuvré à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés ensemble ce début des années 90 là, quand les Togolais ont dit non, non, ça suffit. Et je pense que nous devons prendre conscience de la chose. Même si on sait, chacun devrait rentrer en lui et se demander qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on arrive à ce résultat-là. Mais collectivement, l'opposition doit se réveiller et se dire, il y a des efforts pour se mettre ensemble. Il y en a qui sont restés dans cette ligne-là, de s'opposer à ce régime et de se battre pour que nous allions à un changement de régime. C'est ça qu'il faut pour le pays. Mais ceux qui n'y sont pas encore, ceux qui ne sont pas dans cette vision-là, il est temps qu'ils s'y mettent et que ensemble nous puissions mettre du baume au cœur des Togolais, que nous puissions ouvrir les horizons
boucher, véritablement boucher de ce pays-là et que les Togolais reprennent espoir. Nous, on n'a pas fait de sondage, mais il y a quand même un constat général qui se dégage dans le pays, c'est que un peu tout le monde semble être fatigué, puisque ça fait des années que le pouvoir est au pouvoir, ça fait des années que l'opposition est dans l'opposition, mais la curiosité ces dernières années, c'est que l'opposition se combat entre elles. Est-ce que ce paramètre n'est pas assez suffisant pour décourager encore un peu Il y a plus ça aussi. les Togolais? Il y a ça aussi, au lieu de se mettre ensemble pour atteindre l'objectif, eh bien, on se combat. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on combat ceux qui veulent atteindre cet objectif-là. C'est désolant, je le reconnais. Mais encore une fois, je ne désespère pas. Je ne désespère pas de nous, les Togolais, parce que potentiellement, je sais que les Togolais font, au fond d'eux, font quand même un peu confiance à l'opposition quand ils reconnaissent que cette opposition-là est quand même indispensable. Et donc, il revient à l'opposition de corriger cet art. Voilà. Et je dis aux Togolais, il n'y a vraiment pas lieu de se décourager parce que nous faisons des efforts. Nous sommes un certain nombre à vouloir faire des efforts dans cette vision-là de conduire le pays vers le changement. Et nous le faisons contre vents et marées. Nous le faisons malgré la répression dont nous sommes victimes et nous continuerons à le faire. La question, c'est de savoir, après ce qu'on peut appeler un désamour, comment reconquérir le cœur des Togolais. Comment reconquérir le cœur des Togolais? Eh bien, c'est essayer de rassembler davantage toute l'opposition et la frange qui ne joue pas encore le jeu collectif, eh bien, c'est à cette frange-là de tirer les leçons pour que nous puissions ensemble, en se disant les partis n'existent pas pour eux-mêmes, les partis ne peuvent pas exister pour eux-mêmes à cette étape-là de l'évolution politique du Togo. Ça n'a aucun sens, ça ne sert à rien de vouloir chercher des intérêts partisans. Mettons ces intérêts partisans-là entre parenthèses et faisons le sacrifice de n'avoir qu'un seul parti, le Togo. Au fond, c'est ça, c'est dans cette logique que les Togolais sont aujourd'hui. Les Togolais considèrent que ce qui est le plus important, c'est le Togo. C'est qu'on sauve le Togo. À part la faim qui les prend en tenaille, eh bien, et d'ailleurs, ils ne sont pas dupes, ils font le lien entre cette faim-là et le régime politique qui régit le Togo. Et donc, ils comprennent que pour résoudre la question de la faim à la racine aussi, il faut changer de régime. Vous faites allusion à une certaine frange de l'opposition qui ne joue pas le jeu collectif. Vous faites allusion à qui? À quelle formation? Ne m'emmenez pas à en rajouter à la division. Ne m'emmenez pas à en rajouter à la division. Ça ne sert à rien. Ça nuit au combat. Donc, permettez-moi de m'en tenir à des analyses générales. Donc vous pensez sans doute que ces types d'analyses qui sont beaucoup plus d'ordre général vont finir éventuellement par conquérir ceux qui connaissent ce désamour-là, qui l'affichent. C'est mon souhait. C'est mon souhait. Et j'y crois. Je reviens à ce sondage. Quand environ 70% de Togolais... Vous y tenez, hein? Visiblement, ça fait partie de l'actualité. Et ça dit que ces 70% environ là, c'est une décision, font confiance au pouvoir. Non,
Ah, très bien, merci d'avoir posé cette question, parce que j'avais oublié de faire cette remarque aussi. Curieusement, les Togolais qui pensent que ils ne font plus vraiment confiance à l'opposition, désavouent beaucoup plus massivement le pouvoir. En tout cas, je le dis parce que je n'ai pas encore vu la totalité, l'entièreté du rapport sorti en mai dernier. Je me demande même si l'intégralité du rapport a été publiée. Mais quand j'ai consulté celui de 2017, eh bien, j'ai vu que autant on disait qu'on n'a pas confiance en l'opposition, autant on a désavoué massivement la politique du régime sur tous les plans, parce que les Togolais savent que ce soit sur le plan de l'emploi, sur le plan de l'agriculture, de la gouvernance économique, j'ai vu que c'était un désaveu très fort, même plus fort que ce pourcentage-là de manque de confiance au parti d'opposition. Donc, moi, je trouve ridicule que les tenants du régime, qui sont minoritaires, se soient jetés sur ces sondages-là pour arriver à des conclusions hâtives, hein, dans le sens d'un plébiscite du régime par les Togolais. C'est faux et archi faux, et c'est malhonnête. Mais qu'est-ce qui est malhonnête en réalité, madame? Il suffit pour vos collègues journalistes qui se prêtent à ce jeu-là, il suffit pour eux qu'ils se renseignent. Qu'ils aillent à la recherche de l'information, ils comprendront qu'ils ne peuvent pas tirer ces conclusions-là. Mais qu'est-ce qui les empêche de tirer cette conclusion? Nous sommes en politique. Si par exemple 70% ne font pas confiance à une partie de la scène politique, mais qu'en même temps, plus de 70% désavouent à ceux qui sont au pouvoir. On peut faire cette lecture aussi. Que quoi? Dans le même temps que 70% de Togolais ne font pas confiance à l'opposition, on peut déduire que les 70% font naturellement confiance au pouvoir. On peut faire ce type de lecture. On ne peut pas en faire cette lecture. Mais c'est possible. On ne peut pas en faire cette lecture parce que d'une part, vous avez vu que dans les mêmes proportions ou plus, les Togolais disent 80%, hein, c'est plus de 80%, qui disent on a quand même besoin de l'opposition. On a besoin de l'opposition. Pourquoi? Pour contrer le pouvoir. Et d'autre part, par simple curiosité et par souci d'intégrité intellectuelle, on aurait pu regarder les autres données. On verrait que la partie du sondage qui interroge les Togolais pour obtenir leur avis sur la gestion du régime, eh bien, ils désapprouvent. Je ne sais même pas s'il y a 15% de Togolais sur toute la ligne, hein, que ce soit tous les aspects de gouvernance, s'il y a 15% de Togolais qui approuvent ce que le régime fait. Alors les Togolais ne sont quand même pas, ils ne peuvent pas être incohérents sur ce plan. Pour moi, c'est cohérent avec les 80% qui disent il nous faut une opposition. C'est noté pour vous, madame. Mais quand on regarde un peu partout dans le monde, on a l'impression, comme si les partis politiques traversent des difficultés. La dernière élection présidentielle en France a suffisamment montré quand même aussi que les partis n'ont plus le vent en poupe comme il y a quelques années. Emmanuel Macron, il fait appel à un certain nombre de partenaires qui sont au-delà de son parti politique. On note la même chose du côté des partisans de l'opposition socialiste et insoumis et compagnie. Je rappelle que ce jour, les Français sont aux élections législatives. Oui. Est-ce que
la venue des partis politiques ne s'écrit pas relativement en pointillé. Je ne pense pas. Moi, une des lectures que je fais aussi de ce qui se passe en France, c'est que partout, les peuples n'aiment pas la division. N'aiment pas la division au sein de la classe politique. Ils ont compris que dans l'intérêt supérieur du pays, même en démocratie, quand l'intérêt du pays est en jeu, il faut que potentiellement les partis puissent s'accorder et défendre le pays. Et surtout, les partis qui prétendent défendre une même idéologie. Moi, je le dis par rapport à la gauche. Par exemple, la gauche qui a commis l'erreur de se laisser diviser au fil des années. Et c'est dommage que ce soit seulement après l'élection présidentielle qu'ils aient eu ce sursaut-là, hein, de dire il faut qu'on se mette ensemble. Et je suis convaincu que si la gauche avait constitué cette alliance-là avant l'élection présidentielle, eh bien, elle serait au pouvoir aujourd'hui en France. Donc c'est une leçon que nous devons aussi tirer, nous qui nous battons dans un contexte de déficit démocratique où on veut tuer les partis, mais c'est logique, c'est tellement évident, c'est une question de bon sens de comprendre que si nous voulons exister, il faut qu'on se mette ensemble pour en imposer à l'adversaire, pour en imposer aux forces conservatrices qui, malheureusement, dans notre cas, tuent, affament, briment les Togolais. On a constaté des abstentions records dans plusieurs élections ou durant plusieurs processus électoraux dans le monde. C'est aussi le cas en France. Les chiffres de ce jour sont encore parlants parce qu'on parle d'environ 18% de participation. À la mi-journée, on suivra ces élections-là puisqu'elles parlent un peu partout dans les sphères francophones en Afrique. Si les partis politiques ont des soucis à se faire, est-ce que la solution viendrait de la société civile? Puisque la société civile au Togo, par exemple, vous la connaissez si bien. La société civile a sa place en démocratie et doit jouer son rôle. On ne peut pas mettre en concurrence les partis politiques et la société civile. Mais je reconnais que dans ce contexte-là où nous sommes, où nous nous battons pour imposer les basiques de la démocratie, le rôle de la société civile est important et surtout dans cette étape-là de la lutte que nous avons entamée depuis plus de 30 ans, où il apparaît évident qu'au-delà des partis politiques qui portent en eux le germe de la division, eh bien, la société civile devrait jouer un rôle plus important pour que les Togolais comprennent que ce n'est plus une histoire d'appartenir à tel parti ou à tel autre, c'est une histoire de sauver chacun son pays en tant que citoyen. C'est là où on demande que la société civile joue un rôle plus important. Mais la société civile ne peut pas remplacer les partis politiques. La société civile n'est pas faite pour gouverner, n'est pas équipée pour gouverner. En démocratie, ce sont les partis qui gouvernent. Et j'espère que nous en arriverons là aussi au Togo, en passant par une transition qui permettra de mettre tout à plat, de redéfinir les bases de notre démocratie pour très rapidement permettre aux partis politiques de faire jouer les règles du jeu démocratique.
Le jeu démocratique au Togo se construit chaque jour que Dieu fait. Les dernières initiatives ont permis au Togo d'avoir des communes et la gestion de ces communes pose relativement problème puisque nous avions lu ces dernières heures cette lettre de Jean-Pierre Fabre au ministre de l'administration territoriale. En gros, le leader de l'ANC semble être inquiet par ce qu'ils appellent les entraves du pouvoir en place. Non, mais moi je ne suis pas surprise. Nous ne sommes pas surpris à la DMK. Nous avons dit, c'est pour ça que quand le régime a annoncé son intention d'aller vers les élections régionales, nous nous sommes dit, mon Dieu, ils veulent compliquer davantage les choses. Parce que la décentralisation a commencé depuis un peu plus de 2 ans maintenant, je pense, par les élections municipales. On a installé les conseils municipaux avec leurs exécutifs. Et chacun voit que il y a beaucoup de problèmes à résoudre. Et certains de ces problèmes amènent à se demander est-ce qu'il y a véritablement une adhésion à la décentralisation ou si, comme on le fait habituellement, on veut instrumentaliser la décentralisation aussi. S'il y avait véritablement une adhésion, eh bien, au bout de deux ans et quelques de pratique, on aurait pris le temps d'évaluer le chemin parcouru, de voir quels sont les problèmes qui se posent, de se donner le temps de régler ces problèmes, tellement ces problèmes sont importants. Ils sont de tout genre. Vous avez aujourd'hui des élus qui ne savent pas pourquoi ils sont élus. Et ils sont élus. Vous en avez aussi qui viennent en se disant « Waouh, je vais avoir accès à une parcelle de pouvoir et des ressources de ce pays, je vais me servir. » Il y en a qui veulent faire leur travail, mais qui constatent qu'il y a des entraves. Mais tous ces problèmes-là, il faut les régler. Et des sondages ont révélé qu'il y a un dysfonctionnement dans les relations qu'il devrait y avoir entre les élus locaux et leurs administrés. Au lieu d'être proche des administrés, il y a encore ce problème-là. La question de la participation locale, très peu de choses sont mises en place pour qu'il y ait cette participation. Le bureau du citoyen qui est prévu dans les textes, à ce jour, demander est-ce que ça existe? Il y a tellement d'imperfections encore à prendre en compte pour s'assurer que le minimum est là. Au moins ce premier niveau est en route. Tout se passe à peu près bien. Je ne dis pas que tout doit se passer vraiment sans problème, parce que c'est un processus. Mais c'est clair que le niveau auquel nous sommes ne nous autorise pas à compliquer les problèmes en organisant un deuxième niveau d'élection. Et je suis sidéré quand on justifie ça par le fait que non, ça a une incidence sur des institutions en place, lesquelles institutions sont pleines de tares et qui ne fonctionnent pas à la satisfaction des Togolais. Aujourd'hui, on nous dit qu'il faut aller vers les régionales parce que très rapidement, c'est ça qui va permettre d'installer le Sénat. Et c'est dans le Sénat qu'on va faire ceci, cela. Nous parlons des régionales, mais en réalité, quand l'opposition dénonce dans une certaine mesure ce qu'elle appelle les entraves, est-ce que cela ne peut pas être justifié aussi par le jeune âge de ce processus? Comment le jeune âge? Ce processus a commencé il y a à peine 3 ans. Alors, on veut la décentralisation ou on ne la veut pas. Si on estime que les Togolais ne sont pas mûrs pour pratiquer la démocratie au niveau local, ce dont je doute, eh bien,
On n'organise pas les élections municipales. On n'organise pas cette décentralisation. Mais est-ce que c'est ce qu'il faut peut-être préconiser, est-ce que ce n'est pas de tirer les leçons de tout ce qui est en train de se passer pour éventuellement affiner le processus et corriger les détails que vous dénoncez? Je suis d'accord avec vous. C'est ça qu'il faut faire. Il faut le faire. Et nous attendons. Il faut le faire de manière objective, de manière participative. Et j'ai vu, il y a quelques semaines, il m'a semblé avoir lu qu'il y avait eu des assises pour évaluer la décentralisation. Je me suis dit, regardez-moi ça. On évalue entre qui et qui? Qui sont ceux qui évaluent la décentralisation? On fait tout dans ce pays comme si le peuple n'existait pas. Comme si on était tout simplement au temps d'un parti unique où on vous demande d'avaler tout. Non, mais en fait, est-ce qu'on ne peut pas évaluer à mi-parcours un processus comme celui que nous connaissons? Oui, on peut le faire, mais qui doit évaluer? Qui? C'est à la manière dont on prétend le faire. Vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont c'est fait? Non. On a compris. Avec qui? On a compris, madame. Vous êtes venu aussi, c'est pour nous parler de ce meeting que vous organisez le 25 juin. C'est 25? Le 25 juin 2021. Prochain, si voilà. Entre-temps... C'est comme ça que je vais poser la question. Si entre-temps, ce meeting-là n'est pas interdit, est-ce que vous ne craignez pas, justement, une interdiction? Non. Non, nous ne craignons pas du tout une interdiction. D'abord, je voudrais rappeler que c'est un régime, nous sommes sous un régime d'information. Et donc, nous avons informé en listant les partis politiques membres de l'ADMK pour rassurer le régime qui, la dernière fois, semblait dire « Ah, bon, vous n'êtes pas enregistré », alors qu'on n'a pas besoin de s'enregistrer. La C14 n'a pas eu besoin de s'enregistrer. Mais il y a eu des négociations entre le pouvoir et la C14. Et ce, même après que le pouvoir ait tenté de faire comprendre que la C14 n'avait aucune légalité. Parce que ce qui nous est arrivé à la DMK, eh bien, on l'a connu. On l'a connu à la C14 aussi. Et à la fin, pour les informations, pour nos meetings et manifestations, eh bien, on était amené à lister tous les partis membres. Et bon, quelques mois plus tard, cela n'a pas empêché que le régime négocie, dialogue avec la C14. Bon, puisque on ne veut pas changer de méthode, c'est pas grave. Nous, ça ne nous coûte rien. Nous avons listé les partis membres de la DMK et nous avons, comme on nous l'a demandé, donné les noms. On voulait 3 garants, nous en avons donné 4 hein, du meeting qui va être organisé. Qui sont ces 4-là? Eh bien, il y a mon collègue Targone du parti politique DSA, président du parti politique DSA. Il y a Gérard Adja, vice-président du MPDD. Il y a Dossé Agnon, président du NI, et moi-même. Nous avons donné nos coordonnées comme étant les garants de ce meeting. Nous avons informé les principaux partenaires du Togo réunis au sein du G5. Côté formalité, honnêtement, nous sommes bons. Si je peux m'exprimer ainsi. Et laissez-moi faire une analyse de contexte aussi. Ce pourquoi, pendant longtemps, on a confisqué les libertés, c'est la crise sanitaire. Une crise sanitaire qui s'est résorbée considérablement aujourd'hui, au point où
le régime a déjà autorisé des meetings, des activités politiques d'autres partis. Et que lui-même, le parti qui le soutient, UNIR, s'est octroyé le droit de rassembler du monde pour le 10e anniversaire de ce parti. Les Togolais ont vu. Alors dites-moi honnêtement, objectivement, quel argument on peut soulever pour dire ce meeting-là, vous ne pouvez pas l'organiser. Cela n'existe pas. Donc je voudrais exhorter mes concitoyens à sortir de la peur. Et de toute façon, je dis qu'entre-temps, le 24 mars dernier, la Cour de justice de la CEDEAO a condamné l'État togolais pour avoir violé les droits du président Agbeyome Kodjo. Vous en parlerez là-bas, au meeting. Ah ben, écoutez, c'est un meeting d'information. Vous avez dit quelque chose. On va aborder plusieurs. Vous avez dit quelque chose qui m'a surpris, moi personnellement, sans doute aussi les auditeurs, pour la tenue d'un meeting à Lomé. Vous avez dû informer le G5, ou vous les avez tenus informés. Et quel est le sens que vous donnez à ça? Ah ben, il s'agit de les prendre à témoin. Parce que c'est des pays avec lesquels nous partageons les mêmes pays et les mêmes valeurs démocratiques. Et dans ces pays-là qui sont reconnus comme des vieilles démocraties, organiser un meeting de partis politiques, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est une activité courante. Mais malheureusement, il se fait que nous connaissons une transition démocratique difficile où les forces conservatrices, les forces dictatoriales résistent encore. Et c'est bien de prendre à témoin ceux qui pourraient être amenés à dire non, on a les textes, le Togo est en démocratie. Chacun sait que c'est un vernis. Le 25 juin, donc, vous avez ce meeting-là, et on a appris qu'il va avoir lieu à Kodjendi, c'est assez à Baie. Pourquoi là-bas? Pourquoi? Parce que cette place a toujours été le symbole de la lutte pour la démocratie au Togo. Et donc, nous avons pensé que pour cette reprise-là des activités politiques, eh bien, c'est un signal qu'il faut donner et dire les Togolais veulent toujours la démocratie. Et nous sommes convaincus que si nous avions été vraiment en démocratie, s'il y avait eu des dirigeants ayant une légitimité, eh bien, aujourd'hui, ils s'occuperaient mieux, ils se seraient mieux occupés des problèmes des Togolais. Les Togolais auraient moins faim aujourd'hui. Ils auraient moins faim. Et donc, la faim que nous connaissons aujourd'hui a un lien avec la démocratie. Vous avez parlé tout à l'heure de suppression des sorties au restaurant ou je ne sais pas quoi. Je dis, mais dis donc, j'avais envie de vous répondre, mais vous rêvez, Pierrot, de pouvoir penser à ce luxe-là. Aujourd'hui, les Togolais en sont à ne pas manger, à préparer de la vie chère, madame. Leur pâte 2 fois dans la journée. Nous parlerons de la vie chère si Oui, nous avons le temps, puisque sans doute qu'à Kodjendi, là-bas, vous parlerez abondamment de la vie chère. Abondamment. Et on va exprimer des demandes. Nous allons avoir avec les auditeurs les avis sur un certain nombre de sujets de l'actualité, leurs préoccupations, à vous soumettre aux 2 numéros de la radio 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. J'ai également des commentaires de quelques auditeurs qui nous regardent un peu partout dans le monde. Nous profitons pour les saluer, ceux qui nous regardent du côté de l'Europe, du côté de l'Asie, puisque nous avons un compatriote togolais qui nous fait l'honneur d'être fidèle au D12. Il est au Japon. Nous profitons pour donc le saluer. Monsieur Ngorofou. Le téléphone maintenant. Allô, bonjour. Allô. Bonjour.
Bonjour. Oui, vous êtes à l'antenne. Quel est votre nom? C'est Pelé. Oui, allez-y. Oui, madame, bonjour. Bonjour Pelé, le combattant La infatigable. grande combattante de la conférence nationale souveraine. Je pense Merci. que ma première préoccupation, c'est de développer le peuple congolais à sortir massivement pour ce grand meeting qu'il avait déjà démarré le 28 juillet 2020. Ça, je pense que le peuple affamé doit répondre à ce grand meeting-là. Ma deuxième préoccupation, madame, comme le hasard n'existe pas, je pense que la DFK est en train d'organiser le 5 juin à Kodjeli. Mais le hasard, je ne sais pas si c'est le hasard, le 26 du dimanche, l'ANC est en train d'organiser un grand meeting. Est-ce qu'on tend vers une coalition de l'opposition entre l'attribution que la Cour constitutionnelle incomplète du Togo a fait deuxième, en donnant deuxième à la DMK et troisième à l'ANC? Est-ce qu'on tend vers une grande coalition? Merci. Bien, merci. Moi, je n'ai pas appris la tenue de ce meeting de l'ANC. C'est vous qui nous informez. Je ne sais pas si madame est informée de la tenue de ce meeting. J'en ai entendu parler, hein, mais je n'ai pas vérifié moi-même. Mais au-delà des meetings, allons à cette question-là. Est-ce que demain, on va avoir un nouvel axe ANC-DMK ou DMK-ANC? Mais Pierrot, j'espère que vous avez compris de tout ce que j'ai dit, qu'on ne peut que se réjouir à chaque fois que les forces qui veulent vraiment le changement, qui s'inscrivent dans une vision d'arriver à ce qu'il y ait un changement de régime au Togo et dans les meilleurs délais, mais on ne peut que se réjouir s'il y a coalition. Et donc, pour répondre à la question de Pelé, je dirais qu'on ne peut que... Il faut prier pour ça. Bien, merci. Nous sommes dimanche. Pelé peut commencer, donc pas prier. C'est ça. Allô? Surtout un dimanche de la Sainte Trinité pour les catholiques. Pour les catholiques. Voilà. C'est important la précision. Allô? Oui, bonjour, monsieur Pierrot. Bonjour. C'est Madame Rita. Madame Rita Zita de Zanguera. Zita. Comment vous allez? Je s'appelle Ali, monsieur Pierrot. Ok, l'essentiel c'est... Je salue la dame. Bonjour madame, et très enchantée d'avoir une dame au micro. Merci infiniment. Je n'ai pas grand-chose à dire, je tiens seulement à vous féliciter. À vous féliciter. Et si le peuple a l'écoute, je les exhorte à participer à ce meeting de 25 ans. C'est tout ce que j'ai à dire. Si ça peut apporter un changement, je crois que ça va amener un changement. Parce que c'est mieux respirer. Et je sais que le bon Dieu sera derrière vous, devant vous, de vos côtés, pour que tu ailles sur le fond de vraiment de ce que vous avez. Encore une fois, félicitations. Et je manque de mots, parce que je sais pas, on est dépassé. Courage à vous, madame. Bonne nuit, monsieur. Courage également à vous, madame Zita, de nous avoir appelé depuis Zanguera. Et il est rare d'avoir des femmes dans les émissions interactives comme celle-là. Oui, Pierrot, je suis d'accord avec vous. Je suis très ému et je constate qu'on est en train de faire du chemin. Et je voudrais dire que ce qu'elle a exprimé, c'est exactement l'état d'esprit des Togolais. De l'immense majorité, au-delà des appartenances politiques. Et c'est le moment justement pour que nous nous ressaisissions tous, pour dire, ça va, ça suffit. Au fond, ça n'arrange personne que nous continuions à patauger dans la misère dans laquelle on nous plonge. C'est vraiment de misère qu'il s'agit, hein, Pierrot. Je ne sais pas si vous observez ce qui se passe. Et ça engloutit de plus en plus des couches auxquelles on n'aurait même pas pensé. Tout le monde est pauvre. Vous aussi, au Togo. Vous aussi. Bien sûr, parce que je vis dans le peuple. Peut-être que ma situation est meilleure à celle des autres, mais je suis amené à partager. Et justement, ceux qui croient tenir longtemps comme ça,
en amassant les fortunes de ce pays, mais en faisant tout pour que ce régime, justement, qui n'arrange pas la grande majorité, demeure, ceux-là, ils se trompent quand ils pensent que ça va être comme ça indéfini. Allô? Ils se trompent. Allô? Bonjour. Bonjour. Ouais. Quel est votre nom? Pierre. Pierre de Vaughan? Oui, Pierre de Vaughan. Oui, c'est comment la saison là-bas, la saison des pluies? Est-ce qu'on peut espérer? Les pluies là, les pluies de l'eau ne viennent pas ici. Mais en fait, ce que vous nous dites là, vous nous inquiétez. Nous comptions sur les récoltes venant de Vaughan, de Tabligbo, de Montien, de Palimé. Qui font partie du grenier. Ah. Ok, allez-y pour la question. Oui, bonjour madame. Bonjour, bonjour, chers compatriotes. Oui, bon, moi je voudrais vous répondre parce que moi je suis parfois très énervé à cause de vos calculs politiciens. Oui. Au cours de dans la P14, vous avez vu la mobilisation du peuple, mais à cause de vos divergences de vues dans vos réunions là, vous avez tout fait à côté. C'est ça qui m'énerve. Parce que vous demandez encore la mobilisation du peuple, c'est ainsi que demain vous allez vous séparer encore et laisser le peuple dans la rue. Merci. Bien, merci. Je comprends. Je comprends le compatriote et les mots me manquent pour présenter à la place de mes collègues de l'opposition des excuses pour nos incohérences. Mais je voudrais lui dire, et aujourd'hui je viens de l'église, je l'ai entendu, l'espérance ne déçoit pas. Et je voudrais dire aussi que le combat que d'autres peuples aussi ont mené avant nous n'a jamais été linéaire. Il y a des hauts et des bas. Collectivement, par certaines incohérences, nous n'avons pas pu faire aboutir le combat de la C14. Mais on a repris le flambeau. C'est pas parce qu'on est tombé qu'il ne faut pas se relever et réessayer. Et je vous assure, chers compatriotes, reprenez votre morale, votre détermination et invitez d'autres concitoyens à répondre à l'appel de la DMK le 25 juin dernier. Ce meeting n'est pas... C'est pas dernier, c'est le 25 juin prochain, excusez-moi. Ce meeting n'est pas une fin en soi. Ce n'est que un acte dans ce combat-là que nous menons. Et nous le mènerons à terme. Si nous tombons, nous nous relèverons. Et le peuple, c'est le combat du peuple. Le peuple est un. Moi, je me dis, je suis convaincu que même si par malheur, il arrivait que ceux qui sont à la tête du combat aujourd'hui tombaient, déméritaient, il y a une seule chose qui me rassure. Je sais que mon peuple n'arrêtera jamais de se battre. Et que, à la fin, on finira par l'avoir. C'est noté, madame. Il y a cette question. Nous l'aurons. Question... Et cette fin n'est peut-être pas si loin que ça. Ça aussi, vous le répétez très souvent. Oui. Mais c'est un peu comme... Bien sûr. Oui, mais en fait, la question où l'impression que les Togolais ont, c'est un peu comme dans la Bible où ceux qui disent que Jésus revient bientôt. Ce bientôt, pour les Togolais, mais il n'arrive pas à le situer. Vous le dites en vous situant dans cette temporalité matérielle. Je comprends que vous puissiez le dire. Mais moi, je continue de dire, c'est bientôt. Et ce bientôt... C'est pas demain lundi. Ça peut... Qui sait? Vous et moi, nous ne savons pas. Et ça peut être d'ici la fin de l'année. Ça peut être... C'est noté, madame. C'est noté, il y a cette question. Mais il faut se battre pour que ce bientôt-là arrive. C'est noté, madame. Il y a cette question des aviers. Question envoyée depuis Baguida. J'aimerais savoir les solutions que vous préconisez pour faire sortir le football togolais de l'ornière. C'est la question telle que c'est libellé. Nous saluons Xavier depuis Baguida. Cher compatriote Xavier,
je ne suis pas compétente, je ne suis pas spécialiste dans ce domaine. Mais je sais qu'il y a des choses qu'on peut mieux faire. Ce qui est important, écoutez-moi bien, comprenez-moi bien, on ne le fait pas parce que on ne pense pas que c'est important que le football togolais marche. Ce qui est important pour ceux qui ont pris en otage le football togolais, c'est juste s'assurer que là-bas aussi, ils sont là. Et que quand on agrège tous les espaces de pouvoir qu'ils ont pris, qu'au finish, ils restent au pouvoir. Moi, je connais un peu le football et quand vous dites que certains l'ont pris en otage, j'étais au stade il y a quelques jours. Je n'ai pas vu les preneurs d'otages, madame. Ah ben, c'est vrai? Oui, Ils n'étaient pas là. ils n'étaient pas là. Ah, ceux qui incarnent, Ce football. ceux qui incarnent ce système-là Si c'est que vous jouez, dans le domaine du si c'est que vous football. jouez au football, si vous êtes bon, vous serez en équipe nationale. Cela suppose tout simplement que ceux qui méritent sont en équipe nationale. Attendez, il faut un environnement, il faut mettre les moyens, il faut un environnement qui favorise le développement du football. À qui vous le dites? Cet environnement, je crois À qui vous cet le environnement, je dites? crois qu'on l'a, madame. À qui vous le dites? Cet environnement. Les gens, ça se sursure, ça se chuchote, mais on ne veut pas dire Dis quoi? que par le exemple vrai problème, Que le football est il pris en est otage. politique. On ne veut pas le dire. Attendez, il faut qu'on commence à se dire les vérités. C'est noté aussi, madame. Il y a des potentialités. Les gens savent théoriquement ce qu'il faut faire. Mais qu'est-ce qu'on fait vraiment pour développer ces potentialités-là à la base? Depuis qu'on le dit, la dernière fois, j'ai même entendu un auditeur le dire encore chez un de vos confrères. Les gens savent ce qu'il faut faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi on ne le fait pas? Bien, merci, madame. Parce qu'on n'est pas intéressé, Pierrot. C'est noté. On n'est pas intéressé. On va retourner au téléphone. Là. Allô? Oh, bonjour. Bonjour, Bozambo. Oui. J'ai reconnu votre voix. Ah, bonjour Bozambo, comment vous allez? Ouais, Ah, ça va, merde. ça va. Ah, Dieu merci. La fois passée, j'étais suivi à la TDT, Oui. on a écrit en bas, coordinateur de la TMK. Et je me suis souvenu un peu que le gouvernement a reconnu la TMK comme un parti qui peut sauver les problèmes. Et vous avez dit quelque chose qui est important, que la Fondamètre a fait sortir quelque chose année 2002, 2019, que plus de 70% des gens unis ne veulent pas lever l'ancienat. Mais on a voté, on a vu les résultats. Ce que ça donne. Maintenant, Afrobaromètre a sorti quelque chose encore, à nous dire, à nous les peuples, que plus de 70% ne sont pas confiants à l'opposition. Ça, je suis d'accord. Mais ils n'ont pas confiance à l'opposition, mais ils ne peuvent pas donner non confiance à parti au pouvoir. Oui. Parce que le parti au pouvoir, le chef de l'État, on a bloqué quelque part qui ne parle pas au peuple togolais. Si 70% togolais, bien 75% a voté pour le chef de l'État, il doit s'adresser au peuple togolais. Par exemple, ce qui a été passé au nord, la fois passée, les 10 sortants sont morts pour le Togo, le chef de l'État n'a pas sorti. La fois passée à Atikame, un chef de l'État, que plus de 12 à 77%, ils ont voté, les Togolais qui ont voté, il n'est pas sorti. Donc nous voulons que vous, les opposants, soyons unis et sincères pour faire face à ce régime. Les gens unis veulent l'abstenance dans ce pays. Mais le 25 là, je vais vous demander quelques faveurs. Vous allez me donner 5 minutes pour parler au peuple togolais. C'est ça que je veux demander à votre part. Merci et bonne émission à tout le monde. Bien, merci Bozambo pour votre intervention, une réaction. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec lui, je suis d'accord avec son analyse. Et il y a des centaines de milliers, l'immense majorité des Togolais pensent comme Bozambo. Donc on n'a plus beaucoup de travail à faire pour convaincre ceux qui de bonne foi
s'évertue à défendre encore ce régime. Il y a cette question de Amavi Clément Soumouko. La question, c'est de savoir si la CDPA sera présente aux élections régionales. Si oui, acceptera-t-elle les résultats issus de ces élections sans les contester? Merci beaucoup, chers compatriotes. Si vous m'avez suivi, vous comprendrez que cette question n'est pas à l'ordre du jour pour nous. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est se battre pour qu'il y ait un changement fondamental dans ce régime. Qu'il y ait un changement fondamental de régime plutôt. Et vous verrez que beaucoup de nos problèmes seront réglés. Vous verrez qu'on organisera des élections qui auront un sens dans ce pays. Je vous en prie, soignons le mal à la racine et arrêtons de continuer à nous comporter comme des gens qui contribuent à perpétuer un régime qui leur fait du mal. Nous ne sommes pas des masochistes au Togo. Donc je parle de choses très sérieuses, chers compatriotes. Rejoignez-moi. Bien, merci. Merci pour votre réaction après l'intervention de Bozambo, un autre auditeur en ligne au téléphone 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. Allô, bonjour. Bonjour. Ouais, vous êtes à l'antenne. Ça va marcher aujourd'hui. Hein. Vous êtes à l'antenne, non? Vous écoutez, on verra. D'accord, on verra. Tu m'avais retenu durant 6-7 minutes tout à l'heure. Et ça m'a douillé un peu. Donc je demande à Brigitte et à toi, vous allez me payer les crédits. Voilà. Bon, c'est madame... Madame Essi. Essi. Ah, enchantée, madame Essi. C'est une des femmes qui se manifestent et qui disent ce qu'elles pensent. Je ne suis pas contente. Oui, bravo. Je suis contente de rien, de la façon dont je suis gouvernée. C'est pour ça que je ne suis pas contente du tout. Et vous avez énuméré, comme tout le monde, comme toute la vie, dans toute la vie, on énumère les problèmes existentiels au Togo depuis 63, 90, 2005, 2017, tout le reste. Et c'est parce que nous sommes et nous demeurons toujours dans le parti unique, RPT. Les 120 partis politiques qu'on nous dit sont là simplement, quoi. C'est-à-dire, il y a plein d'ailes marchands, de béquilles dedans, à part vous, à part des partis politiques, comptez sur, comment on dit ça? C'est-à-dire, il y a très peu sur les doigts de la main. Sur les doigts de la main, voilà. Et puis voilà, on est dedans. Bon, nous on demande la transition depuis, on demande la transition pour des réformes démocratiques, et je ne sais pas comment vous allez pouvoir le faire, et voilà. Et on est dans un régime militaire qui a tout phagocyté, qui se suit partout, dont le football aussi, et rien ne peut marcher. Rien ne peut marcher. Bien. Et puis ma question maintenant, allô? Oui, votre question. Ma question maintenant. Les fraudes électorales sont institutionnalisées par le système depuis longtemps. Bon, c'est pas la première fois qu'on fraude au Togo, quoi, pour l'histoire de la DMK. Si on fait la transition pour des réformes, il n'y aurait plus ça dans la Constitution. Il n'y aurait plus de fraude. Et ça irait bien. Par contre, il y a quelque chose qui me turlupine depuis. Dès que je vois un membre de la DMK, je dois le lui poser. C'est que, comment se fait-il que la DMK a ciblé le Parti nationaliste qui n'a jamais collaboré avec le système? Ils n'ont jamais collaboré avec le RPT. Vous l'avez ciblé, et lors de la présidentielle de 2020, ils sont vilipendés, ils sont calomniés, insultés, et vous laissez tous les 120 partis, autres partis politiques sur le carreau. Même le RPT, le régime, vous l'avez laissé. Madame Essi. Vous attaquez Kalence. Ok, Voilà. ok, j'ai finalement eu le nom. Mais Madame Essi, c'est bon, c'est noté, puisque j'ai d'autres réactions allant dans le même sens. Vous profitez, madame, pour répondre une fois à
tous ceux-là qui interviennent sur cette thématique-là, entre les bruits qu'ils constatent, ou les attaques entre les militants ou les sympathisants de la DMK et de l'ANC. Chers compatriotes, merci pour votre question. Mais je suis convaincu aussi, vous êtes tout le temps sur les médias et vous verrez qu'il ne m'est jamais arrivé de faire ce que vous êtes en train de dire. Vous verrez que, au contraire, j'ai toujours eu le souci de faire en sorte que les forces politiques qui sont contre ce régime, qui sont résolument dans la vision de changer ce régime et dans la vision de ne pas privilégier leurs intérêts partisans, puissent se mettre ensemble. C'est à cette condition que nous allons changer ce régime-là. Et donc, moi, ce que je m'évertue à expliquer à mes partenaires de l'opposition, c'est quelque chose auquel je crois fortement et que la CDPA a énoncé, a lancé comme slogan depuis 1992 et qui est connu sous le nom du slogan de Tchekbo, démocratie d'abord, multipartisme après. Je n'ai aucun autre problème sur aucun autre sujet avec des partis que sur ce sujet-là. Et j'en discute. Mais ça, c'est j'en discute madame, à chaque fois que je peux madame, ça, pour vous. Convaincre à faire en sorte s'il vous plaît, madame, ça c'est vous, ça. Mais vous êtes témoin que sur les réseaux sociaux notamment, ça ne va pas entre les partisans de la DMK et de l'ANC. Oui. Mais comment mettre fin à cette... je n'en sais rien. À chaque fois que je peux parler à des gens que j'identifie et qui sont de la DMK et qui ont cette position-là, je le fais. Mais attendez, je veux pas en parler. Je veux tout simplement dire que les efforts qu'il faut faire, c'est de chaque côté. Parce que le pays n'a aucun intérêt à ce que des forces dites de l'opposition se combattent. À moins que ce ne soit une question de vision sur des sujets fondamentaux. Et pour moi, il n'y a pas de sujet fondamental en dehors de celui qui concerne certains de nos intérêts partisans pour sauver ce pays. C'est tout. Il y a cette question de Kodjo depuis Agonivé. J'aimerais savoir si la DMK a fait des démarches vers les autres partis politiques pour le meeting. Oui, nous discutons avec des partis. Nous discutons avec des partis qui sont ouverts. Voilà. Et ce que je voulais ajouter aussi, c'est qu'en réalité, ce meeting-là, c'est un meeting qui devrait nous mobiliser tous, au-delà de nos appartenances politiques. C'est un meeting qui devrait nous mobiliser tous pour que d'une seule voix, nous disions non. Donc tous les citoyens togolais, on est citoyens avant d'être partisans. Et donc, tous les citoyens togolais devraient avoir le souci de faire entendre leur voix le jour-là. Et ça ne sert à rien qu'on soit dans une logique de vouloir démobiliser pour des intérêts partisans. Bien, merci. Voilà. Il y a cette question de Kokou François. La question, c'est l'opposition qui peut tant mieux faire que le pouvoir. Mais pensez-vous pas que, même si c'est joli, même si c'est 1% des critiques qui vous est fait, est plus considérable que 99% des critiques faites au pouvoir? Voilà la question telle que c'est envoyée. Je ne comprends pas bien cette question. En fait, je lis la question dans sa globalité. L'opposition. Je lis la question dans sa globalité, madame. Oui. Étant donné que le pouvoir a toujours fait l'objet de critiques, faut-il regarder ce que dit le rapport concernant le pouvoir
point d'interrogation. Et puis, l'opposition qui prétend mieux faire que Ah, le pouvoir, ok. ne pensez-vous pas que, même si c'est 1% des critiques qui est fait, est plus considérable que 99% des critiques faites au pouvoir? Je répondrai par le fait qu'il est important de regarder ce que fait le pouvoir, les critiques vis-à-vis du pouvoir, parce que justement le pouvoir présente la chose comme si les Togolais étaient contre l'opposition et donc plébiscitaient le pouvoir. Et c'est très important de leur clouer le bec, de les ramener à la réalité sur ça. Quand on ne veut pas réalité, quelqu'un ne veut pas regarder la réalité, mettez-la devant lui. C'est ce que nous sommes en train de faire. En ce qui concerne les critiques en direction de l'opposition, oui, j'ai reconnu ces critiques-là et je dis, nous devons en tenir compte pour aller plus loin. Et je dis que la raison fondamentale, c'est que les Togolais rêvent de l'alternance que l'opposition leur a promise depuis plus de 30 ans. Et les Togolais voient que nous n'avons pas atteint cet objectif et que si nous ne l'avons pas atteint, oui, il y a la résistance des forces dictatoriales, c'est la raison principale, mais reconnaissons qu'il y a aussi les turpitudes de l'opposition qui n'a pas tout le temps bien joué. Et je dis, il faut qu'on en tienne compte. Voilà. Il nous reste une quinzaine de minutes pour la fin de cette émission. Il y a cette question de Yin Yang, cette question envoyée sur les réseaux sociaux. Ma question demandait donc à l'invité ce qui concerne ses poursuites judiciaires dans le cadre du complot contre l'État. Où en est-on à propos de sa restriction de déplacement? Est-ce que ces restrictions-là sont levées ou pas? Il n'y a pas eu d'acte de restriction. Moi, la dernière formalité que j'ai faite pour voyager et dans le cadre d'une mission professionnelle, eh bien, elle n'a pas été concluante. On m'a interdit de voyager. Voilà. Il y a cette question de Jules Irukura. Je lis la question, en tout cas une partie de cette question puisqu'elle est longue. Albemi Kodjo avait dit qu'il ne va pas envoyer le peuple dans la rue et qu'ils ne vont pas faire comme les autres partis politiques. La DMK a dit que le peuple reste à la maison, que Agbeyome, avec son carnet d'adresse, apportera l'alternance, tout ça. Et en conclusion, vous comprenez pourquoi est-ce que finalement, vous aussi, vous commencez par faire des meetings, peut-être demain appeler à une marche. Pourquoi faire comme les autres partis politiques? Oh, je suis déçu par cette question. Je suis déçu par mon compatriote. Il a fait une interprétation littérale de ce que un candidat aux élections dit. Je m'en tiens à ça. Je lui dis que c'est parce qu'il n'a pas bien compris. L'interprétation qu'il en fait n'est pas juste. On est en démocratie. Il y a des moyens classiques de lutte et ces moyens, il faut savoir les combiner. Il faut rester déterminé, aller jusqu'au bout, se fixer une vision qui soit une vision claire. Et notre vision aujourd'hui, c'est que nous avons tout le temps tourné la page et évité que les fraudes institutionnalisées dont a parlé tout à l'heure ma compatriote ici, et que ces fraudes-là qui ne se sont pas manifestées seulement le 22 février 2020, je suis d'accord avec lui, notre vision c'est de faire que ça ne continue plus de se manifester et qu'on règle la question une fois pour de bon, qu'on ne tourne plus la page en se disant allons aux prochaines élections, ça va être mieux. Merci. Quand on a fait une erreur pendant 3 décennies, eh bien, il faut être vraiment gaou pour ne pas en tirer. Merci le téléphone alors. Allô, Pierrot. Bonjour. C'est M. Koulani Pierrot. Koulani, vous êtes à l'antenne. Oui, je salue madame. Je suis co-organisateur avec la MK pour cette manifestation. Il y a madame qui a posé une question là, concernant les injures sur les réseaux sociaux. Mais madame, il faut être clair. Il faut qu'on se cite qui les premiers dirigeants de la DMK ont une fois de se ouvertement. Pourtant, le parti l'a conduit, le premier chef a dit ouvertement sur une chaîne internationale que M. Agbeyome est indivable. Mais il faut qu'on comprenne,
Si les premiers dirigeants des partis politiques, à l'heure de l'université, se comportent comme ça, qu'est-ce que les militants vont devenir? Ces juges-là qui les disent, est-ce que ça est l'aide de l'État? Ça aussi doit se faire avec des gens. Parfois, les études, ça nous amène bien, et le pouvoir la place, et va se moquer de nous. Il n'est pas grand-chose à dire qu'il faut qu'on dise la vérité maintenant au peuple. Parce que le peuple a pour se faire. Les partis d'opposition, là, et le parti au pouvoir mettre le peuple au milieu comme un petit homme, là. Cette communication, c'est la terminée. Et c'est bien de ce là. Et puis les responsables n'ont pas pu le dire. C'est leur comportement qui fait que les autres militants le suivent. Je ne sais pas si c'est un peu plus de moment. C'est pas bien, Pierrot. Bien, merci pour la question. En fait, pour votre intervention, puisque Kolani, je ne sais pas. Ouais, Je ne sais pas si. ouais, je il sais faut pas si regretter. C'est un épisode douloureux. Est-ce qu'il est de la DMK, Kolani? Je ne sais pas, puisque ces interventions. Mais écoutez, il est de la société civile. Ah. La DMK est un mouvement citoyen. C'est ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence avec un regroupement tel que la C14, par exemple, où il n'y a que des partis politiques. Et je peux vous dire, hein, c'est vraiment autre chose. Hein. Pour ce que j'en vois, il y a une vitalité, il y a des apports, hein, vraiment qu'on apprécie, mais aussi il y a d'autres défis. D'autres défis, il faut pouvoir continuer à avancer ensemble. Et je suis vraiment peiné, hein, et je regrette cet épisode-là que M. Kolani relève et qui est vraiment à déplorer que quelqu'un qui a obtenu le suffrage des Togolais, qu'on puisse le traiter publiquement d'imbuvable. Bon, vous voyez, je pense qu'on n'en finirait pas. Si on voulait soigner la division, on voulait régler cette question de querelle et de division entre partis, comme on veut le faire là, on ne le ferait pas. Moi, on n'y arriverait pas. Je pense que c'est quelque chose qui va s'estomper progressivement quand il y aura suffisamment de gens, d'acteurs qui vont comprendre qu'il faut qu'ils pratiquent la vertu, qu'ils donnent l'exemple pour que le citoyen lambda puisse suivre. Bien, c'est noté, madame. Nous allons parler de la vie chère, puisque c'est un sujet qui tient à cœur à de nombreuses familles du Togo. Vous-même, vous nous aviez dit tantôt que vous vivez dans le peuple et que vous ressentez ce que ressentent les Togolais. Bien sûr. Cette vie chère est une préoccupation au Togo, mais ailleurs également dans le monde. La question, c'est de savoir si on finirait pas la résoudre de sitôt. Est-ce que cette année, nous allons la traîner jusqu'en 2023 ou pas? Quel est votre ressenti? On peut la résoudre si on a la volonté. Le ressenti que j'ai, c'est que il n'y a pas de volonté politique de régler ça vraiment. Tout simplement parce que quand on analyse la batterie de mesures que les plus hautes autorités se sont permis d'annoncer, eh bien, on se rend compte que parmi ces mesures-là, on se demande pourquoi. Pourquoi, comment on peut penser résoudre ce problème aussi grave qui concerne toute la population par des mesures qui ont à peine un impact sur une partie de la population, ou des mesures qui sont complètement inapplicables. Et je me dis, c'est grave. C'est grave pour un gouvernement de prendre des décisions sans s'assurer que ces décisions-là vont être appliquées. Aujourd'hui, on a annoncé le prix du bol de maïs, du bol de ceci, du bol de cela. Et ce n'est pas appliqué. Le plus grave, c'est que non seulement ce n'est pas appliqué, mais on ne pourra rien faire.
à ceux qui ne veulent pas l'appliquer. Parce que c'est la loi de l'économie du marché. On ne peut rien faire à ces femmes-là qui continuent à vendre le maïs à 800 francs le bol. Vous voulez qu'elles fassent quoi? De la magie? Vous voulez qu'elles fassent de la magie? Pour se nourrir comment? Je vais au marché au quotidien. Mais ce type de décision, j'étais au marché de Bossimé sont également prises pour faire des achats. Ces types de décisions sont également prises au Bénin. C'est accompagné de mesures. Le blocage des prix. Je parle des blocages des prix. Dites-moi, on bloque les prix parce qu'on prend des mesures pour que les gens ne soient pas perdants. On prend des mesures pour qu'ils ne soient pas perdants. Laissez-moi, il y a une question que j'aimerais poser. Le maïs de Lansat, là, il est où? Il est où? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'était pas censé régler ces problèmes-là un temps soit peu? Mais nous avions écouté. Au moins que cela entre en jeu. Madame, vous et qu'on puisse dire, Madame, ce n'est pas suffisant, l'ampleur. Madame, vous permettez que je réponde à votre question? Nous avions écouté récemment que ces maïs de Lansat sont stockés à certains endroits, notamment dans la ville de Lomé. Malheureusement, qu'il n'y ait pas assez de communication autour. En réalité, je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Sinon, nous allons... Pourquoi il n'y a pas de communication? Comment vous pouvez vous satisfaire de ça? Je sais, hein, oui. Vous êtes dans votre rôle. Hein, vous ne voulez pas qu'on dise que vous êtes contre le régime. Madame, vous devez être neutre. Madame, vous savez, c'est pour ça que... Madame, vous savez très bien que la situation de la vie chère est une situation qui n'était pas prévue. Pas aucun gouvernement dans le monde. Donc, ce qui fait que des décisions qui sont prises... Moi, je peux vous dire que c'était prévisible au regard de la gouvernance à laquelle on nous a habitués. C'était prévisible. Mais cette situation n'est pas spécifique au Togo. Cette situation n'est pas spécifique au Togo. Oui, ce n'est pas spécifique au Togo, mais la preuve, c'est que au Togo, pendant que ailleurs, les régimes se battent, les gouvernants se battent pour prendre des mesures susceptibles d'avoir davantage d'impact, augmentation de salaire par ici, subvention par là, eh bien, chez nous, on n'a rien connu de tout ça. Au contraire, on prend des mesures qui amplifient. C'était prévisible au Togo, Monsieur Pierrot, parce que quand on augmentait le péage du simple au double et qu'on élargissait la catégorie d'usagers de la route qui vont devoir payer au péage, est-ce qu'on ne s'imaginait pas que ça allait avoir un impact sur le coût des produits? Qu'est-ce que vous demandez par exemple? Et ça a commencé. Est-ce que vous demandez par exemple la suppression de ces prix qui ont été augmentés? Mais bien sûr, le péage, la moindre des choses, quand on constate qu'on fait les études, on peut comprendre que ce péage-là a eu un impact sur le coût du transport. Et le coût du transport, mais il va se répercuter forcément sur le prix des produits, des denrées de base. Donc commencez par enlever ça, au moins provisoirement, pour que quand la situation sera plus florissante, vous puissiez le mettre. Commencez à le faire. Qu'est-ce qu'on attend? Mais la question aussi, c'est de savoir... On attend quoi? La question aussi, c'est de savoir si vous supprimez, vous remplacez par quoi? Pour les recettes de l'État, vous remplacez... On va remplacer par l'argent qui est pillé, par les ressources qui sont pillées. Il faut déjà décréter, j'ai entendu mon collègue Kissi parler de corruption zéro la dernière fois. Il a raison. Il a raison. Ça fait partie des mesures qu'on devrait prendre et dire, attention, c'est chaud, à partir de maintenant, vous prenez un franc, on vous prend, et bien vous restituez, vous avez chaud. Mais qui prend qui? Rien de Mais ça. Qui prend qui, madame? Il y a des dossiers. Mais c'est quoi, madame? Qui prend qui? Qui sont ceux qui sont censés le faire? Qui sont ceux qui sont censés le faire? Mais puisque souvent... Il y a des institutions dans ce pays, non? Mais souvent, c'est que vous accusez, relativement, ils incarnent ces institutions-là. Ah, très bien, comme constat. Très bien. Malheureusement, c'est ça. Donc la solution, encore une fois, vous m'amenez à dire il faut changer ce régime. C'est tout. C'est tout. Puisque les institutions ne jouent pas leur rôle. Au contraire, elles encouragent la corruption, les détournements.
on est allé jusqu'à mettre en place une commission et la commission nous dit « Ah, nous, c'est la prévention, on sensibilise. » Qu'est-ce que cette commission a eu à faire pour que ces dossiers-là qui ont été révélés puissent connaître une suite? Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Au contraire, on a laissé les pauvres journalistes qui n'ont joué que leur rôle, eh bien, on a laissé les institutions s'acharner contre eux, comme s'ils étaient des malfaiteurs. Vous parlez de quel journaliste? Eh bien, je parle de votre confrère Ferdinand Ité. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Ferdinand? Ah ben, il a révélé un certain nombre de scandales, ne serait-ce que le Petrolgate. Ne serait-ce que le Petrolgate. Et non seulement on n'a donné aucune explication aux Togolais, non seulement on n'a rien fait pour récupérer les sommes disparues et confirmées par un rapport d'audit commandité par le régime lui-même, mais en plus, on s'acharne sur le journaliste et on augmente le prix des produits pétroliers. Bravo! Il y a cette question. Bravo. Si on voulait faire souffrir les Togolais, eh bien, il n'y a pas mieux que ce qu'on a fait. Il y a une question de nos auditeurs qui nous regarde également, la question portée sur la situation de Tikwi Achadam. Et il demande qu'est-ce que vous faites pour le retour de Tikwi Achadam. En réalité, c'est le nom de Tikwi Achadam qui a été énoncé dans la question. Madame? Eh bien, qu'est-ce que nous faisons? Nous demandons le retour de tous les exilés. Avant Tikwi Achadam, il y en a eu, et après Tikwi Achadam, il y en a eu, y compris Agbeyome Kodjo, qui est toujours en exil avec Monseigneur Podro. Eh bien, tous ces sujets-là, nous les évoquerons et nous ferons savoir, encore une fois, notre exigence, mais cette fois-ci, avec le peuple au nom duquel nous nous battons, qui sera là pour dire non. Il nous reste quelques secondes, madame, vous avez conclu cette émission. Eh bien, je voudrais vous remercier pour cette opportunité que vous m'offrez et j'espère avoir convaincu mes compatriotes togolais que tous, nous devons nous lever comme un seul homme pour nous retrouver à ce meeting du 25 juin 2022 pour dire non. Non, ça suffit. Non, nous ne nous laisserons pas mourir de faim. Non, les violations des droits de l'homme, stop. Non, nous ne voulons pas que vous continuiez à laisser les gens piller nos ressources pendant que nous avons faim. Non, nous voulons voir nos frères togolais qui sont en exil. Nous ne voulons plus qu'on continue de prendre nos frères de la diaspora comme des adversaires qu'il faut absolument combattre. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler. Ça suffit. Mais je voudrais mettre en garde le régime sur un certain nombre de choses. Madame, ça a l'air de rien du tout. Madame, malheureusement, cette disposition qu'on a prise à l'aéroport là, pour le dédouanement des produits et tout ça là, je voudrais demander aux acteurs si eux-mêmes ils voient déjà que la plupart des voyageurs, même togolais, évitent de descendre au Togo et vont dans les pays voisins, le Ghana et le Bénin. Merci beaucoup, madame. Il faut continuer. Il faut laisser couler ces mesures. Notre temps est épuisé et nous vous remercions d'être passé. Luchita Temagbo Johnson, je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la CDPA et coordinatrice de la DMK. L'émission, elle s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Roy Théoubé. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.